J'ai le plaisir d'accueillir Éliane Assassi. Bonjour. Bonjour. Vous avez été réélue hier sénatrice communiste de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Philippe Dallier est également sur ce plateau. Également Bonsoir. réélu hier, cette fois sénateur Les Républicains, toujours dans ce même département de la Seine-Saint-Denis. Et Martial Bourquin, merci d'être avec nous, sénateur socialiste du Doubs. Votre département n'était pas renouvelable. On vient d'entendre Philippe Dallier. Gérard Larcher estimait que le Sénat doit être un contre-pouvoir parlementaire. Est-ce que là, on est dans une posture politique? Est-ce que c'est réellement le rôle du Sénat, selon vous? Écoutez, il faudra se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est un contre-pouvoir. Le Sénat n'a jamais été, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les majorités, ni dans l'opposition absolue et rarement dans la soumission au gouvernement. Et je pense que nous avons, les uns et les autres, toujours envie de contribuer à l'élaboration de la loi. Mais maintenant, tout dépend des projets qui nous seront soumis. Et il est clair que sur les orientations politiques du président de la République, et notamment concernant les collectivités territoriales, tout cela nous inquiète beaucoup. Et nous avons bien l'intention de faire entendre notre voix. Voilà, donc la majorité du Sénat sort renforcée de l'élection de dimanche dernier. Donc nous jouerons tout notre rôle. Alors j'entendais Sébastien Griveaux nous dire qu'il allait essayer de débaucher par-ci par-là. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité. Vous savez, il y a, même dans mon groupe, il y a des gens qui, sur certains textes, ont eu une position parfois qui est non conforme à celle de la majorité, mais c'était toujours effectivement sur des points particuliers. Voilà, donc un contre-pouvoir, oui, un pôle d'équilibre, on peut aussi appeler ça comme ça, mais en tous les cas, nous ne serons pas, et le Sénat ne sera pas manifestement, suite aux résultats, aligné dans la majorité présidentielle. Ça, il n'en est pas question non plus. Oui, Éliane Assassi, vous êtes prête à vous allier à Gérard Larcher dans justement cette notion de contre-pouvoir face à l'exécutif? Écoutez, moi je trouve que les mots ont du sens. Je ne sais pas si j'appellerais ça un contre-pouvoir. Il n'en demeure pas moins que le Sénat est une des deux chambres du Parlement, que le Sénat fait la loi, comme l'Assemblée nationale, et qu'il nous revient, à nous comme parlementaires, de bien faire la loi et d'essayer de faire en sorte qu'elle réponde aux besoins et aux aspirations des gens. C'est ça notre responsabilité et notre mission. S'il faut porter des oppositions fortes au choix du président de la République et de son gouvernement, nous le ferons. Nous avons toujours été clairs sur ce sujet. Ce n'est pas une posture, puisque nous en parlions tout à l'heure. Et moi, je pense que ces élections sénatoriales sont des élections très politiques. Il y a eu des débats d'idées dans cette campagne électorale. Il y a eu des vœux qui ont été exprimés par les grandes électrices et les grands électeurs qui dépassent tout ça. Et c'est vrai notamment sur le débat s'agissant des collectivités territoriales et de leur devenir. Donc nous avons eu des discussions de fond et ce qui nous est demandé à nous comme parlementaires, c'est de porter ce qui s'est exprimé dans ces élections sénatoriales et qui ont fait que certains d'entre nous ont pu être réélus. Ma voix en Seine-Saint-Denis a été entendue comme celle de Philippe Dallier a été entendue, mais c'est le débat politique, c'est le débat d'idées. Nous avons des divergences profondes, mais je crois qu'il y a peut-être un socle qu'on peut partager, c'est celui de la colère des élus locaux au regard des annonces qui ont été faites par le président de la République. Alors que j'accueille Julien Bargeton, bonjour, vous avez été élu sénateur de la République En Marche hier à Paris. Vous arrivez ici dans cette assemblée avec une majorité de droite et du centre renforcée. Comment pensez-vous que vous allez pouvoir travailler justement avec les autres groupes parlementaires avec cet objectif de faire passer la révision constitutionnelle ? Le Sénat, par nature, est une assemblée qui favorise le débat transversal. Je crois qu'il faut avoir une attitude constructive, si vous me passez cette expression. Et on sait que, par habitude, l'Assemblée nationale est l'Assemblée du fait majoritaire. Elle a le dernier mot. C'est plutôt une Assemblée des passions, alors que le Sénat, traditionnellement, accueille les débats de façon ouverte, pondéré, et mon état d'esprit en tout cas est de travailler de façon très transversale avec tous les groupes. Je m'inscrirai bien sûr dans le groupe de La République En Marche, mais comme je l'ai fait d'ailleurs comme adjoint aux finances à l'Hôtel de Ville, je souhaite toujours travailler en tout cas avec
avec tout le monde. C'est comme ça que j'aborde ce mandat de sénateur, parce que je pense que comme chambre des territoires, le Sénat est particulièrement bien placé pour travailler sur des sujets de fond. Je pense à la métropole du Grand Paris, pour ce qui nous concerne, par exemple. J'ai un spécialiste à côté Vous avez deux spécialistes de moi. sur ce plateau. Et puis, bien sûr, le sujet des finances locales qui me tiennent à cœur. Mais c'est le cas pour tous les sénateurs qui ont été nouvellement élus. Il faut aborder ce mandat dans l'idée de participer, pour ce qui me concerne, à la transformation du pays, mais tout en étant à l'écoute de, bien sûr, toutes les opinions et tous les avis. Martial Bourquin, cette notion de dialogue transversal, hein, on entend bien Julien Bargeton. Vous êtes prêt, vous, à travailler justement avec le groupe ici La République En Marche et avec peut-être une main tendue vers l'exécutif? Alors, pour être très clair, quand il s'agit de travailler sur des dossiers, le Sénat montre qu'on est capable de travailler avec tout le monde. Il y a des rapports qui sortent du Sénat qui mériteraient d'être mieux écoutés de l'exécutif. Cependant, on ne va pas être des pigeons de la dernière année, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi de finances qui arrive. Elle prévoit la fin de l'impôt sur la fortune, quasiment. Là-dessus, on aura des oppositions très franches. Ce qui se passe sur les contrats aidés, j'ai fait l'Assemblée des maires du Doubs. 3 semaines avant l'élection, je peux vous dire, je prévoyais ce qui allait se passer à ces élections. Il y a eu presque une colère qui est en train de grandir sur la question des contrats aidés. Et 13 milliards retirés en 5 ans aux collectivités. Mais déjà, les collectivités ont beaucoup donné sous l'ancien quinquennat. Ça, c'est vrai. sûr. Eh oui, Oui, et c'est ça, vrai. Et le président François Hollande avait dit que c'était la dernière ponction qu'il devait y avoir. L'extrême ponction. Voilà. Et on nous en propose, elle était de 11 milliards, là on nous en Il n'y a pas propose de baisse de dotation dans 13 milliards. Non, mais on sait bien comment ça se termine. Et faut pas nous raconter d'histoire. Oui. Il n'y a pas de Et baisse de dotation. il se prépare 13 milliards de baisse pour les collectivités. Comment voulez-vous voter et avoir des accords là-dessus? Pas de 13 Là-dessus, milliards de baisse, 13 ça milliards sera- de maîtrise par rapport à ce qui aurait été la hausse des monsieur, dépenses. Ça sera le Monsieur, premier sur test, ces effectivement, il y aura budget. opposition. Non, mais qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait Mais attendez. pas d'accord sur tout le monde, Julien évidemment, Bargeton et ensuite, c'est normal. Philippe Vous vous rendez compte que vous mettez en cause la décentralisation. Ce pouvoir est un pouvoir vertical. bien sûr. En étouffant comme ça les collectivités, il n'y aura plus de décentralisation. On est en train de recentraliser à une vitesse grand V. Oui. Alors. Et ça, nous nous opposerons. Philippe Dallier, le budget, ça sera le premier test, on le disait, Bah, pour écoutez, jauger un petit peu les comme relations entre le Sénat et l'exécutif. On se souvient l'année dernière, ça avait été Oui, rejeté, le juge mais avait été... comme chaque année, le Budget budget est le moment, insincère. enfin je ne vais pas dire le moment le plus important comme membre de la Commission des Finances, mais bien évidemment, c'est un moment très important. Et l'année dernière, le Sénat s'était opposé, et assez frontalement d'ailleurs, au gouvernement à l'époque, en refusant de l'examiner en séance après l'avoir examiné en commission, parce que nous disions à l'époque qu'il était insincère. on s'en souvient. Mais c'est vraiment le budget certainement le plus insincère de la Ve République. La Cour des comptes nous a donné raison 6 mois plus tard. Donc quand il faut s'opposer fortement, nous le faisons. Pour le reste, comme cette maison a toujours fonctionné, nous examinerons les textes au cas par cas. Maintenant quand même, sur ce qui s'est passé dimanche, parce que j'entends mon collègue Bargeton, il est clair que si le président de la République avait eu l'opportunité de constituer une majorité de rechange ici, au Sénat, majorité présidentielle, il l'aurait fait. Effectivement, c'est raté. Donc la majorité sortante est confortée. Donc on est dans une autre situation. Le gouvernement va devoir composer avec le Sénat. Et c'est très bien ainsi. Parce que nous ne sommes pas contre toute réforme a priori. La question, c'est quoi et comment. Et sur les 13 milliards, nous avons suffisamment d'expérience ici, au Sénat, pour savoir comment ça se termine. C'est toujours de la même manière que ça se termine. Et nous sommes, j'allais dire, il y peu avait eu- enclins à faire crédit au gouvernement. On a vécu Julien Bargeton. 6 ans de baisse de dotation continue, une 4 ans. division 4 par ans. deux, une division par deux de la dotation globale de fonctionnement. 4 ans. Et donc, oui, enfin, non, plus que 4 ans. Ça avait commencé un petit peu avant. Mais Non. on a divisé par deux la dotation globale de fonctionnement. Or, Mais pour vous le rajoutez- PLF pour le vous projet de loi de rajoutez finances 13 milliards à 2018, cela. pour le Vous projet de loi de finances rajoutez 2018, il n'y a Allez-y, pas Julien de Bargeton. baisse de dotation Oui, mais quantitative nette. Non, mais pour être honnête, on ne peut pas dire ça. Ça se construit Mais pas non, comme ça, il y a- le projet de loi de finances. Alors, Il y a la Marcel volonté- Bourquin. Il y a la volonté de Alors, maîtriser la hausse des dépenses attendez, de là- fonctionnement, ce qui est normal dans une logique plutôt partenariale, puisque le gouvernement dit aux collectivités inscrivez-vous dans une démarche d'économie raisonnable et regardons ensemble lesquelles sont réellement faites. C'est plutôt ce que nous Bargeton. avions souhaité. Et après, baisse Monsieur des Bargeton. Plusieurs élus locaux Alors, auparavant. Bargeton, Marcel Bourquin, comment allez-y. voulez-vous, quand des collectivités ont économisé durant 4-5 sûr. ans, c'est le squelette, on ne fait pas maigrir un squelette, monsieur, Non. et il n'y a plus de moyens. À un moment donné, ce seront des services publics qui s'arrêteront.
13 milliards, il faut revoir cela. Vous savez qu'il y a toujours des mutualisations si possibles. vous voulez qu'on puisse travailler... Il y a des simplifications possibles sur certains sujets. Sur certains sujets. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est vrai. Je suis maire. Sur certaines fonctions support, il y a des choses où les collectivités... Il y a des éléments où les collectivités locales peuvent travailler. Il y a encore une semaine, j'étais maire d'une ville de 15 000 habitants. Il y a des économies à faire encore, Martial Bourquin. Je peux vous dire que les économies ont été faites. elles sont Et rajouter 13 Et milliards... l'État l'a dit, d'ailleurs. En partie, c'est vrai, bien sûr. 13 milliards... Mais dites-leur à votre 13 milliards président. Alors on voit bien sur ce point que ça va être compliqué de trouver un accord ici au Sénat, Julien Bargeton. En tout cas, les Je vais prendre un autre exemple, Éliane Assassi, si vous En tout voulez. cas, vous êtes fait condamner très sérieusement. Je vais prendre un autre exemple, Éliane Assassi, qui fâche aussi en ce qui concerne les ordonnances réformant le Code du travail. Puisque là, Philippe Dallier, vous ne serez peut-être pas d'accord avec à la fois Martial Bourquin et Éliane Assassi. Alors Je justement, serai la seule ici à ne pas les voter. Moi aussi. Et voilà, Martial Bourquin. Là, justement, comment voyez-vous les choses, justement? Est-ce que vous êtes prêt à endosser la responsabilité aussi et d'être toujours responsable d'un certain blocage institutionnel? Mais moi, je suis une femme très responsable. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis à la tête d'un groupe qui est composé d'hommes et de femmes très responsables. Lorsque nous décidons d'un vote sur un texte, nous le faisons d'abord démocratiquement, ce choix, et nous le faisons non pas pour nous opposer, mais pour faire la démonstration qu'il y a d'autres choix qui sont possibles. Il y a des alternatives. Or, les alternatives ne sont jamais entendues. Moi, je veux bien que vous disiez ce que vous avez à dire sur les 13 milliards. Je vous remercie. Mais j'entends aussi ce qui se dit sur les ordonnances, c'est que les ordonnances, le gouvernement souhaiterait qu'on n'y touche pas telles qu'elles seront présentées au moment de la ratification. Parce qu'on oublie quand même de dire que les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement avant janvier 2018. Donc elles ne sont pas encore entérinées, contrairement à ce qui peut se dire ici ou là. Donc moi, je ne suis pas une extrémiste, je suis une communiste qui combat des textes, mais qui fait aussi des propositions alternatives. Et c'est le cas, puisque vous m'interrogez là-dessus, sur la loi travail. Moi, je suis pour une réforme du Code du travail, mais pas au sens où cela nous est présenté aujourd'hui. Quand on cumule ce texte avec d'autres textes qui sont en perspective, qui ont été annoncés, on parle du projet de loi de finances, mais on pourrait parler aussi de l'éventuelle réforme constitutionnelle qui va apporter peut-être des bougies au niveau de nos institutions, avec l'annonce qui a été faite par le président Macron, d'un échelon territorial. Et en région parisienne, nous sommes particulièrement attentifs à cela, puisque l'idée serait de supprimer les départements de la petite couronne. C'est une très bonne idée. Mais voilà un point de désaccord très fort que j'ai avec Monsieur Dallier. Donc voilà, on va avoir beaucoup de choses. Mais pour moi, le marqueur va être le projet de loi de finances de l'année 2018 et les débats que nous aurons ici au Sénat. Philippe Dallier, sur la question de la réforme du travail, là, vous pourriez travailler main dans la main avec l'exécutif. En tous les cas, je voterai pour la ratification de ces ordonnances. L'essentiel des mesures contenues dans le texte sont celles que nous proposions à l'époque, que nous souhaitions à l'époque. D'ailleurs, le gouvernement Hollande avait essayé et a reculé en cours de route. Donc, effectivement, sur ces dispositions, il n'y a pas de raison particulière que nous nous y opposions. Voilà, c'est une démonstration, j'allais dire, assez claire sur un sujet important qui est emblématique pour nos collègues communistes, mais sur lequel il n'y aura pas d'opposition frontale et systématique. Ça n'aurait pas de sens. C'est ça, l'opposition exigeante, Julien Bargeton, que Gérard Larcher a décrite hier. Non, mais c'est normal que tout le monde n'ait pas le même avis et qu'il y ait des débats, y compris au Sénat. Et je sais très bien que tout le monde ne votera pas les mêmes textes. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il faille se mettre dans une attitude stérile de blocage. Je ne pense pas que les Français souhaitent que le Sénat soit une force qui finalement consacre son temps et son énergie à bloquer le pays ou à bloquer les réformes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas y travailler, les modifier, puisque évidemment, c'est le rôle d'une assemblée. Donc simplement, moi ce que je souhaite, c'est en entendant, évidemment, je sais très bien que nous ne pourrons pas convaincre tout le monde, mais je pense que des majorités de projets sont possibles et que notamment au Sénat, c'est un lieu où ces majorités de projets peuvent émerger. Oui, Martial Bourquin. Concernant ces ordonnances, il y a un subterfuge. On nous dit que c'est le Code du travail qui serait responsable du chômage de masse. Mais c'est impensable de dire des choses pareilles. L'usine de Sochaux, où je suis élu, embauche depuis que la 3008 se vend très bien. C'est le carnet de commandes qui fait baisser le chômage. En aucun cas,
c'est la réforme du Code du travail. Et il y a le seul élément, c'est un élément. Il n'y a jamais dit évidemment que la croissance, c'est d'abord la croissance qui fait reculer le chômage. C'est une évidence. Mais il y a aussi des réformes structurelles qui donnent de la crédibilité, de la visibilité, de la responsabilité, qui sont un élément qui permettent de réduire le chômage. Évidemment, ça n'est pas la seule solution miracle. Monsieur, je crois qu'on n'a jamais dit je ça. vous le dis, ces ordonnances, c'est un cadeau fait au MEDEF. C'est des vieilles revendications du MEDEF qui datent de 10-15 ans. Une simplification un peu abusive. Oh, je pense que c'est... Une opposition à l'ancienne. Beaucoup de personnes le pensent. Et je vous le dis, c'est des choses qui sont assez inacceptables. Prenons un exemple. Une personne qui va être licenciée, y compris abusivement, il suffira pour un employeur de mettre l'argent de côté, parce qu'il y aura le plafond, de la licencier, et même si elle perd au prud'homme. Vous savez très bien que le système actuel est très injuste. On pourrait parler des femmes aussi, ça on donne pourrait parler du plus congé maternité des de simplicité, femmes. mais on ne va pas faire l'intégralité du débat ici. Ce que je veux dire, c'est que ce gouvernement montre son vrai visage, et son vrai visage, il est très antisocial et très néolibéral. À partir de là, on n'a qu'une solution, c'est de se mettre dans l'opposition. Une opposition je vois que là, bien sûr, la facilité de l'opposition est évidemment... c'est pas une facilité. Il faut aussi peut-être proposer. Est-ce que vous pensez... Ah, mais dites-vous bien qu'il y aura des propositions. On aura des propositions. Mais monsieur... Je vois que le Parti socialiste se complaît dans l'opposition parce que quand il est en gestion, il a des frondeurs, il a beaucoup de mal à être d'accord. Détricoter. C'est vrai que de Stéphane Le Foll à Gérard Filoche, arriver à un accord sur le Code du travail, ça n'est pas évident. Donc je comprends que la posture de l'opposition est plus simple. Je connais bien, j'y étais 24 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire quand même. Ce qui est assez surprenant, c'est comme cela. On est entre socialistes et anciens socialistes. Oui, mais quand même. Et vous, Philippe Dallier, sur les propositions, parce que... Alors finissez Marcel Bourquin et je vous donnerai la parole, Philippe Dallier. C'est pas stérile de s'opposer. À un moment donné, quand quelque chose ne va pas... On propose, bien sûr. Inévitablement, pour nous, le Code du travail n'est pas un boulet à traîner. Mais c'est pour nous. Je crois que personne ne dit ça. Mais pour nous, on a toujours dit libérer. Marcel Bourquin, on va donner la parole à Philippe Dallier. Ça a toujours été la position. Est-ce que vous savez, monsieur, que la France... C'est pire qu'un congrès socialiste. Est-ce que vous savez, monsieur, que la France a donné le plus d'argent aux actionnaires cette année? Est-ce que vous savez que notre pays a, quand il y a de la valeur ajoutée, vous allez en Allemagne, souvent l'Allemagne réinvestit immédiatement. Nous payons et nous financiarisons. Philippe Dallier, est-ce que il y a quand même des choses à réécrire dans ces ordonnances ou est-ce que vous allez les voter telles que... Bon, écoutez, je ne veux pas m'engager pour le groupe des Républicains. Maintenant, pour en avoir discuté avec un certain nombre de collègues, beaucoup ont le sentiment qu'effectivement, ça va dans le sens que nous aurions souhaité. Donc voilà, donc je pense que nous les ratifierons. Mais non, mon cher collègue, mais non, tout est dit. Mais pourquoi tout est dit? Le gouvernement, excusez-moi, mais le gouvernement Valls. Il y a une alliance. Le gouvernement Valls, même s'il a reculé à un moment donné, était allé beaucoup plus loin que la loi finalement adoptée, la loi dite El Khomri. C'était la loi de M. Macron. Et vous le supportiez à l'époque, ce gouvernement. J'ai quand même le sentiment que cette division affichée, bon, pour le PS, on a l'impression que c'est une manière d'essayer de, je ne sais pas quel terme utiliser, de se refaire une virginité vis-à-vis de son électorat. Il faut quand même assumer ce que vous avez fait. On est aux côtés des plus faibles. Non, Marcel Bourquin. Ce n'est pas... Et moi aussi, je suis aux côtés des plus faibles en Seine-Saint-Denis, vous savez. Ce n'est pas une posture. Je me demande honnêtement si c'est pas... Dans la loi de finances qui va nous être proposée, les Républicains 3 à 4 milliards d'euros sur l'impôt sur la fortune et que vous baissez les APL en même temps, tout ça, ça a du sens. Alors, et moi, je ne laisserai jamais passer des choses comme ça. Moi, ce débat me fait un peu sourire parce que si on n'avait pas eu la loi El Khomri qui a été quand même adoptée, y compris par les parlementaires socialistes, nous n'aurions peut-être pas les ordonnances aujourd'hui. 49.3. Non, pas forcément 49.3, je parle des ordonnances elles-mêmes. Voilà, vous avez voté la loi El Khomri. Nous avons été les seuls à la combattre. Donc j'aimerais bien que chacun balaye devant sa porte. Parce qu'on parle d'argent ici ou là, mais enfin le CICE, le CIR, qui n'ont servi à je ne sais pas quoi, mais surtout pas à créer de l'emploi dans notre pays. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être... Ce que vous dites à Martial Bourquin, il y a eu aussi des cadeaux faits au patronat sous le quinquennat de François Hollande. Attendez, moi, Marie-France Beaufils a produit un rapport sur l'utilisation du CICE. Sénatrice communiste
sénatrice d'Indre-et-Loire. Claire, voilà, ancienne sénatrice d'Indre-et-Loire, et nous avons été, elle a dévoilé, comme l'ont fait sur l'évasion fiscale les frères Bocquet, que de l'argent dans ce pays, il en existe, mais qu'il n'est pas servi à ce à quoi il devrait servir, et particulièrement à développer l'emploi dans notre pays. Il faudra réfléchir. Il y a aussi 15 milliards d'euros annoncés pour la formation professionnelle. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble de choses. Pour faire démarrer l'emploi, il faut à la fois regarder le code du travail, avoir de la croissance, voilà, et jouer sur toutes les gammes du clavier. C'est ce que veut faire le gouvernement. Il ne faut pas avoir une vision aussi unilatérale. Mais je n'ai pas une vision unilatérale. La Je n'ai pas une vision unilatérale. 70% de l'investissement public est assuré par les collectivités Bien sûr. locales. En les asséchant, comme Mais vous le faites, comme vous nous le croyez faisons, que les entreprises du bâtiment... Martial Bourquin... Attendez, vous allez me laisser parler. Je vous parle. Allez-y, le Martial gouvernement Bourquin. précédent a divisé par 2 Écoutez la bien, dotation écoutez globale de bien. fonctionnement. Il y a le J'étais congrès adjoint aux HLM finances à Paris, 1,3 il y a le à congrès, 650 millions. Il y a le Nous congrès avons perdu HLM 650 qui millions s'ouvre de aujourd'hui dotation globale de fonctionnement. Allez-y, en Martial faisant Bourquin. baisser Le les précédent loyers gouvernement. Faut quand même être sérieux. uniquement. Justement, autant ne pas en rajouter comme vous souhaitez le faire avec les on n'en 16 rajoute milliards. pas. Mais bon, Pas tous ensemble silencer une mais il y aura. Il n'y a pas de baisse en Il y aura. 2018. Mais non, Il n'y a- en 2018, vous avez voilà, vous le avez reconnaissez. l'honnêteté de le dire. Après. Mais Il n'y a si pas on- de baisse en 2018, vous le mais reconnaissez, et honnêtement, il y a une demande de que dit participer le à des gouvernement Déjà économies. Si en 300 millions pour 2019, 2017 quand même. Le gouvernement Philippe Dallier, dit si en allez-y. 2019, les économies attendues, c'est-à-dire qu'on demande aux collectivités locales de baisser d'elles-mêmes leur budget de fonctionnement. Et donc, si les résultats De ne sont pas là, de le il y maîtriser. aura baisse des De dotations. maîtriser parce que c'est par rapport à Oui. ce Écoutez, qu'auraient été les dépenses dans vous 5 savez- ans. C'est donc 13 milliards par C'est rapport du blabla, à 5 ans. ça. Non, mais- mais non, blabla. c'est pas du blabla. Vous savez Mais très bien si. ce que c'est. Julien Bargeton, on voit que c'est difficile quand même de La convaincre maîtrise, Juste c'est la une semaine, répétition. j'étais maire Nouveau d'une commune, collègue. je sais comment ça C'est se toute passe. la différence En tout cas, entre- on a perdu 2 Pas tous en millions. même temps, sinon c'est C'est une toute la différence entre la ville de Paris et toutes les autres communes de France. On ne vit pas dans le même monde. Il nous a expliqué Non, c'est combien une ça avait. simplification. Non. Vous nous avez dit combien ça avait été difficile de perdre 600 millions pour la ville de Paris. 650, oui. Ou 650. Eh bien, écoutez, Plus de 100 millions de péréquation. posez-vous la Posez la question de ce que ça question en représente chez Seine-Saint-Denis. moi, Je sais très en bien. Seine-Saint-Denis, de Mais je perdre sais 2 très bien millions ce que ça et demi, représente. Et dans les communes Mais c'était rurales. justement, et on c'était n'en peut justement plus. ce qui avait été fait. Et on n'en Et ce qui n'est- peut plus. C'est ce qui avait été fait. Elles sont Et ce au bord qui- du Mais ils n'en déséquilibre. veulent Vous plus. allez Mais comprendre. elles n'en veulent C'est ce qui plus. avait été fait Julien précédemment. Bargeton, peut-être un mot pour conclure. On voit quand même que cette question a beaucoup crispé les élus locaux. Oui. Ils ont sanctionné le chef de l'État hier dans les urnes justement à ces élections sénatoriales par rapport à cette question Vous savez que de je la ne baisse des partage pas dotations. cette analyse. Les élections sénatoriales, c'est une photographie d'élus en 2014. Donc ce sont des élus qui ont voté alors que le phénomène de 2017 ne s'était pas produit. C'est une photographie des élus avant que le président de la République ne Ils ne sont pas le soit restés lui-même. figés, les élus, hein, Non, mais- en 2014. Ils sont dans la politique, population. hein. voilà, Vous Vous et- savez très bien que Ils c'est ont avec entendu, la ils ont par population, les nature élus, hein. un scrutin qui est extrêmement difficile. Ce n'est pas ce que disait puisque monsieur il n'a Patria pas- au mois de juin. Puisqu'il n'a pas été, puisque le corps électoral n'a pas été renouvelé, ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours essayer de convaincre, et je suis d'accord avec cela, mais pour Allez, autant, Julien vous savez très Bargeton, bien que par avant définition, de se quitter- ce scrutin est une photographie un peu ancienne. On voit que la gauche résiste bien. Vous maintenez un groupe parlementaire ici au Sénat. Les socialistes limitent la casse, notamment quand il y a eu une union de la gauche. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, selon vous? Ça dépend où. Situation sous contraste. Les Ça, situations... c'était dire- pas tout à fait oui. ça. Non, non, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a eu très peu de listes d'union de la gauche présentées à ces élections sénatoriales pour une des raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la situation dans laquelle se retrouvent nos collectivités aujourd'hui, le quinquennat de François Hollande en porte aussi la responsabilité. Et je crois que dans ce scrutin, il y a eu des sanctions aussi qui ont été apportées à la fois contre les politiques qui ont été menées sous le quinquennat de François Hollande et à la fois sur les annonces faites par le président Macron et son Premier ministre. Cela dit, moi je me satisfais qu'il y ait une gauche qui soit toujours bien présente dans l'hémicycle sénatorial. Je pense que nous allons pouvoir, chacun comme nous sommes, apporter une pierre de propositions alternatives sur un certain nombre de projets qui vont nous être présentés ces dernières semaines. Donc je ne peux que m'en féliciter. Ouais, Martial Bourquin, en un mot justement Je sur le pense résultat que du groupe socialiste ici au Si on Sénat. avait voté il y a 3 mois, le résultat aurait été totalement Tout différent. à fait. Je me rappelle les projections qui étaient faites Oui. avec quelqu'un d'Elrem qui aurait pu diriger le Sénat. On est loin de tout cela. On est loin de tout cela parce que les élus locaux viennent de découvrir la nature du pouvoir qui est en place. Ils rejettent complètement le sort qui est fait aux collectivités locales et territoriales. Et nous, comme socialistes, on va veiller à rassembler, à proposer, mais surtout à nous opposer
à la politique qui est menée aujourd'hui parce qu'elle est en train de détricoter les grandes lois de décentralisation. Pierre Laurent, bonjour, sénateur Bonjour. communiste de Paris, secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jean-Yves Lecomte, bonjour, sénateur socialiste. Vous représentez les Français établis hors de France. Merci à tous les deux. Première question pour vous, Pierre Laurent, puisqu'on voit que depuis dimanche et les élections législatives en Allemagne, le contexte est devenu beaucoup moins favorable pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez que son plan européen est quasiment enterré de relance de l'Europe ? Écoutez, j'entends ça depuis 2 jours, répéter cette affirmation. Je ne comprends pas très bien sur quoi elle s'appuie. Parce que je cherche vainement les grandes contradictions qu'il y aurait entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et pour le moment, je ne les vois pas. Donc je pense que la question ne se pose pas du tout de cette manière. La chancelière qui va devoir composer avec la percée de mouvements eurosceptiques, c'est ça aussi la difficulté. Mais ça c'est un problème européen, ça n'est pas seulement le problème des élections allemandes, et la percée de tous ces mouvements eurosceptiques est le résultat de politiques libérales qui ont été menées dans toute l'Europe depuis des années, qui ont construit des inégalités terribles, ont provoqué un euroscepticisme chez beaucoup de peuples européens. Et pour le moment, je ne vois pas dans les propositions qui sont mises sur la table, ni par Angela Merkel, ni par Emmanuel Macron, une rupture véritable avec cette fuite en avant libérale et fédérale. Donc c'est ça le débat que nous devrions avoir. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que Emmanuel Macron fait un grand discours aujourd'hui, mais est-ce qu'en France, le débat, en France et en Europe, va-t-il vraiment avoir lieu ? C'est-à-dire les siennes de propositions, mais aussi les nôtres et d'autres propositions. Où et quand est-ce qu'on va pouvoir avoir le temps d'exposer des contre-propositions qui, pour le moment, ne figurent pas véritablement dans ce que je viens d'entendre cet après-midi d'Emmanuel Macron ? Jean-Yves Lecomte, sur ce contexte, est-ce que vous pensez qu'il est quand même moins favorable au chef de l'État pour relancer l'Europe ? Écoutez, je pense de toute façon qu'une relance de l'Europe, ça se fait à 27, j'allais même dire à 28, parce qu'il y a encore la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc c'est de toute façon pas simplement sur le couple franco-allemand qu'on peut faire quelque chose. Par conséquent, attendons de voir. Ceci étant, moi j'attends aussi, finalement, j'accepte le diagnostic sur le fait que depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de vrai projet, mais j'attends les vraies propositions. On les connaît quand même, les propositions d'Emmanuel Macron, certaines mesures très concrètes. Alors, il a fait beaucoup d'annonces cet après-midi, on va y venir, mais notamment en ce qui concerne un budget de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro. Ça, ce sont des propositions, finalement, qui vont prendre forme, qui sont très concrètes. Le fond du problème, pour moi, c'est les critères d'utilisation de l'argent disponible, des richesses disponibles et de l'euro. Parce que j'entendais tout à l'heure Emmanuel Macron dire on va maintenant faire de l'euro cela. On a dit de la zone euro, on va en faire cela pour lutter contre le chômage. Mais on a dit la même chose de la création de l'euro. Donc la question, c'est que les critères avec lesquels on a construit aujourd'hui la zone euro ont débouché sur une très grande augmentation du chômage et sur la précarité. Si on veut que ces outils et ces richesses servent à autre chose, alors il faut rompre avec les critères actuels d'utilisation de cet argent. Donc il faut des outils pour ça et des critères nouveaux. Et là-dessus, je n'entends pas de choses extrêmement précises. Il faut par exemple dire que l'argent qui est déversé par la Banque Centrale Européenne à taux zéro pour donner aux banques qui, elles, prêtent plus cher, tout ça, ça va cesser. De cela, Emmanuel Macron ne parle pas, que cet argent doit servir exclusivement à des projets de création d'emplois, à du développement social, et ne doit plus servir à entretenir les mécanismes financiers actuels extrêmement pervers et qui se retournent contre les populations et pour le développement des inégalités. C'est en rentrant dans le détail de ces choses-là, parce que sinon, le reste, c'est des belles paroles, mais qui vont déboucher sur la reproduction des mêmes politiques économiques qui nous emmènent actuellement dans le mur. Jean-Yves Lecomte. Alors, je ne partage pas du tout l'analyse de départ, puisque finalement l'euro, ça nous a quand même permis, alors qu'il y a énormément d'échanges dans la zone, dans l'ensemble de l'Union européenne, ça nous a quand même permis d'éviter tous les risques de change et tous les coûts de change qui finalement se retrouvent à la fois dans les entreprises pour de l'investissement et dans le pouvoir d'achat. Alors après, on peut parler de beaucoup d'autres choses, mais sur ce point, il faut être clair, l'euro nous a apporté de la force, nous a aussi permis pendant 20 ans d'avoir des taux d'intérêt qui étaient relativement corrects par rapport à notre économie pour pouvoir nous développer.
Alors, là maintenant, aujourd'hui... L'euro ne nous a pas protégés de la crise financière. L'euro ne nous a pas frappé. L'euro ne nous a pas protégés. L'euro nous a protégés, malgré tout. Simplement, si on n'avait pas eu l'euro, ça aurait été encore pire. Je peux vous inviter à regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays où il n'y avait pas l'euro. On ne peut pas dire que l'euro n'a pas protégé finalement le commerce entre les différents pays de l'Union européenne. Mais par contre, aujourd'hui, si on veut aller plus loin, parce qu'effectivement la situation est instable, il faut arriver à démocratiser cette zone euro. Mais on ne la démocratise pas en la déconnectant de l'Union européenne. La zone euro est partie intégrante des traités de l'Union européenne. Tout pays qui accepte de rentrer dans l'Union accepte de rentrer dans la zone euro. Il n'y a pas matière à faire un nouveau Parlement. Il y a matière, si on veut parler des questions budgétaires, à faire en sorte que le Parlement européen travaille mieux avec les parlements nationaux sur les questions budgétaires et pas à créer un Parlement de plus. Donc sur ce point, évidemment, je crois qu'il ne va pas aussi loin qu'il le faudrait. Il faut démocratiser. Et en même temps, il y a la question de savoir si on veut un budget de la zone euro, pour faire quelle politique ? Ouais. Moi, je crois d'abord qu'il faudrait s'interroger sur les budgets et sur les moyens de l'Union européenne au sens large. Et donc travailler d'abord sur la manière dont, dans la zone euro, on finance l'Union européenne. Pierre Laurent, parce qu'on voit bien déjà les réactions, notamment, et ça a été rappelé, de Christian Lindner, qui est le chef des libéraux en Allemagne. Pas question que l'argent allemand atterrisse en France ou en Italie pour éponger les dettes publiques françaises. Est-ce que vous êtes un peu sur cette ligne mais pas du tout. je suis à l'opposé de ça. Évidemment que... Mais si on veut faire reculer justement les égoïsmes et ceux qui cherchent à se protéger non pas dans la solidarité, mais à se protéger contre les autres, et qui finalement entraînent tout le monde dans une concurrence qui est dévastatrice, y compris en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, le modèle social que certains vantent débouche sur une extension très importante de la précarité et de la pauvreté. Si on veut prendre un autre chemin que celui-là, alors il faut mettre le cap sur des mécanismes et des mécanismes de financement vers la solidarité, vers les services publics, vers des développements utiles. C'est pour ça que je dis que, bien sûr que la question démocratique est essentielle, parce qu'il y a une crise démocratique dans l'Europe. Et comment on arrive à convaincre nos partenaires européens de la nécessité justement de mettre en place ces mécanismes de solidarité? On voit plutôt au contraire et on le disait avec cette percée des eurosceptiques, il faut que la France, l'extrême droite en Allemagne, des mouvements de repli. Oui, d'accord, il y a des forces contraires. Donc il faut que la France prenne la tête d'un combat pour unir, et ils sont aussi très nombreux en Europe, les populations, les forces sociales, qui ont envie d'une Europe, une Europe de la solidarité. Bien sûr, il y a des forces contraires qui progressent, mais parce qu'on n'encourage pas les forces qui prônent la solidarité, parce qu'on ne leur montre pas qu'on peut construire l'Europe autrement. Et la France a la responsabilité politique de prendre des initiatives dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que nous allons y arriver facilement demain matin, mais on ne va pas commencer par dire, puisque c'est difficile, on renonce à toute ambition de transformation de l'Europe. Donc il faut bien sûr tenir un discours et faire des propositions de transformation de l'Europe, mais il faut que ces propositions soient concrètes. Par exemple, il y a une résolution qui a été votée à notre initiative Parlement français pour tenir une COP fiscale, pour éradiquer l'évasion fiscale et créer de l'harmonisation sociale par le haut. Ça, c'est important. Emmanuel Macron dit tout à l'heure, on va se remettre au travail sur l'harmonisation sociale, sauf qu'il oublie de dire une chose, par le haut ou par le bas ? Il faut que la France dise, il faut de l'harmonisation sociale en Europe, et maintenant, elle doit avoir lieu par le haut. Et toujours par le haut. Et c'est ces principes-là sur lesquels la France doit se battre, et doit se battre sans faiblir. Alors avant de vous donner la parole, Jean-Yves Le Leconte, je voudrais qu'on réécoute Emmanuel Macron, puisqu'il a fait également des propositions en ce qui concerne une Europe de la défense. On l'écoute. Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, à cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Nous n'avons pas les mêmes cultures parlementaires, historiques, politiques, ni les mêmes sensibilités. Et nous ne changerons pas cela en un jour. Mais je propose dès à présent d'essayer de construire cette culture en commun, en proposant une initiative européenne d'intervention visant à développer cette culture stratégique partagée. Pour créer ce rapprochement, nous avons besoin d'un changement profond. Je propose ainsi
à nos partenaires d'accueillir dans nos armées nationales, et j'ouvre cette initiative dans les armées françaises, des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer, le plus en amont possible, à nos travaux d'anticipation, de renseignement, de planification et de soutien aux opérations. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Alors que Fabienne Keller nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, sénateur Les Républicains du Bas-Rhin. On est en train d'analyser les annonces du discours d'Emmanuel Macron. Et justement, peut-être, question pour vous, on vient de l'entendre parler de ce problème aujourd'hui, de ce manque de culture stratégique commune pour créer une véritable Europe de la défense. Est-ce que vous pensez que le diagnostic est bon, Fabienne Keller? Ah oui, je peux le confirmer puisque nous avons la chance à Strasbourg d'accueillir l'Eurocorps, qui est une structure dans laquelle plusieurs pays européens coopère, mais qui vient juste de commencer à avoir des mandats de l'Union européenne. C'est une innovation et c'est d'ailleurs quelque chose de très positif. Jusqu'il y a quelques années, ils n'avaient des mandats que de l'OTAN. Fort utile au demeurant, en Afghanistan, au Mali. Et là, ils ont eu un mandat en République centrafricaine de la part de l'Union européenne. Mais on sent bien qu'il faut renforcer cette volonté partagée. Il y a aussi toute la question du financement de la défense qui aujourd'hui repose sur les États membres. Mais bien sûr, il ne faut pas sous-estimer le fait que la Grande-Bretagne est un contributeur important de la défense européenne. Donc il faut s'inscrire dans une Europe des 27, mais avec des partenaires importants, notamment le Royaume-Uni qui doit rester à nos côtés. Ouais, Jean-Yves Lecomte sur ce point, sur cette Europe de la défense, avec cette proposition très concrète d'accueillir dans nos, au sein de notre armée des militaires des autres États membres. Qu'en pensez-vous? C'est sympathique, mais c'est juste sympathique. On est dans le symbole, c'est ça? Ça ne change rien à la donne principale. Parce que finalement, la question principale, je dirais, c'est la question qu'il a posée le 13 juillet devant l'armée. Qui est le chef? Comment est-ce qu'on peut imaginer une défense européenne s'il n'y a pas quelqu'un qui incarne la décision sur l'arme nucléaire, la décision d'envoyer des soldats à la vie, à la mort? Désolé, on ne fait pas ça en intergouvernemental. La question, si on veut aller plus loin en termes d'Europe de la défense, mais vraiment plus loin, ce dont on peut penser aujourd'hui que c'est vraiment nécessaire parce que notre sécurité, elle est commune. Alors là encore, comme sur l'euro, la question de la démocratisation, elle est essentielle. Parce que si on ne va pas vers ça, on ne peut pas tout partager. La responsabilité d'envoyer des soldats ou de réagir, ça ne peut se faire que de manière démocratique et on ne peut pas traiter ces problèmes si on ne pose pas la question de la démocratisation de l'Europe. Oui, c'est des initiatives sympathiques. On pourrait parler aussi de plus de coopération dans le domaine du militaire, de l'industrie, mais ça ne change pas finalement le gap que l'Europe doit aujourd'hui passer si elle veut pouvoir passer la décennie, c'est sa démocratisation. C'est une initiative sympathique, dit Jean-Yves Lecomte. Vous le trouvez sévère à l'égard je pense sur ce point, là je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait Fabienne Keller et ce que dit Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a un contresens historique. Je pense que la question que nous devrions mettre à l'ordre du jour, c'est en quelque sorte une nouvelle étape de l'organisation de la sécurité collective et de la sécurité commune, mais pas la question de la défense européenne. Parce que la question de la sécurité collective dans le monde que nous vivons, ça n'est pas seulement la réponse, ne peut pas être que militaire et ne peut pas être l'engagement dans la militarisation croissante de l'Europe. Et je pense que sur ce point, le cap général donné par Emmanuel Macron en matière de sécurité n'est pas le bon. Pourtant, il veut faire de l'Europe une promesse de paix, je reprends ses propos. Oui, mais faire une promesse de paix, ça n'est pas forcément armer davantage l'Europe. Or, pour le moment, c'est ce vers quoi nous nous engageons, puisque les membres de l'OTAN doivent maintenant tous consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Les dépenses d'armement sont en train d'être relancées dans le monde entier, et les États-Unis se sont, eux, lancés, et d'autres pays en Asie, etc. Donc nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus inquiétant. Et les initiatives que devrait prendre la France et que devrait prendre l'Europe, ce sont de nouvelles initiatives de désarmement. Et de désarmement multilatéral. Le président de la République, le même président de la République a prôné devant l'Assemblée générale de l'ONU le multilatéralisme et
de faire primer les logiques de paix contre les logiques de guerre, mais à ce moment-là, il faut en tirer des conséquences. Et je pense que l'Europe devrait prendre la tête du combat mondial pour la relance de nouvelles initiatives de désarmement qui ont été possibles à une certaine époque et qui ont reculé depuis. Et je pense que de la même manière que sur des questions, des grands enjeux qui nous sont posés comme celui des migrations, nous ne pouvons pas répondre que par des réponses sécuritaires. Nous devons répondre par des réponses qui sont des réponses de développement partagé. Peut-être la réponse de Fabienne Keller et ensuite on viendra à la question justement des migrations, puisqu'Emmanuel Macron en a parlé devant la Sorbonne. Peut-être évoquer un adage populaire, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Le risque mondial aujourd'hui, c'est le terrorisme islamiste. Il faut s'y préparer en se coordonnant mieux, un peu des moyens, mais surtout de la coordination. Travailler ensemble. L'ensemble européen est tout naturellement un espace où on peut mieux travailler ensemble. Il y a de nombreuses initiatives, mais elles sont bilatérales. C'est bien sûr une prérogative très régalienne, hein, la défense. L'histoire des différents États membres n'est pas la même. On connaît la réserve qui s'ouvre petit à petit, mais des Allemands à constituer une armée et à développer une véritable capacité militaire. Ceci dit, ils participent à Strasbourg à l'Eurocorps, ils sont actifs, ils participent à des commandements internationaux de l'OTAN, à des forces sur le terrain, dans différents terrains de présence de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut être là très volontaire et continuer à marquer des avancées, parce que c'est la protection dont nous avons besoin, mais l'aspect des frontières en est un autre versant sur lequel, pour le coup, la coopération intergouvernementale est tout à fait efficace. Deux remarques. Les menaces sur la sécurité du monde sont bien plus diverses que vous ne le dites, Fabienne Keller. Le terrorisme islamique, le réchauffement climatique et les catastrophes, les inégalités mondiales qui provoquent un peu partout des conflits dans le monde, desquels cherchent à se nourrir d'ailleurs les forces islamistes les plus radicales. Donc si on veut créer de la sécurité, nous savons aujourd'hui qu'il faut créer du développement partagé. Et c'est à cela, c'est à cela qu'on devrait consacrer les richesses et pas à l'augmentation de nos budgets militaires respectifs. Or, c'est pourtant l'orientation que nous sommes en train de prendre. Et je crois que cette direction-là n'est pas la bonne. Et une dernière chose, puisque on parle de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est un pays, pour des raisons historiques que chacun connaît, dans lequel justement le sentiment pacifiste est très fort, et singulièrement dans la jeunesse allemande. Alors à cette jeunesse allemande, c'est nous qui allons expliquer qu'il faut maintenant consacrer une part croissante des richesses de l'Europe aux dépenses d'armement. Mais bien sûr que non. Au contraire, nous devrions nous appuyer sur les forces immenses qui existent en Europe et dans toutes les jeunesses d'Europe pour résister justement à cela. Et je pense que la France devrait tenir une parole forte sur ça. Jean-Yves Lecomte, peut-être. Alors, avant de réécouter Emmanuel Macron, et sur une taxe carbone notamment. Sur ce point, peut-être une chose aussi. Je pense qu'il faudrait que beaucoup de responsables politiques français n'imaginent pas qu'on peut conserver ce qu'aujourd'hui la France fait en termes d'intervention extérieure en faisant financer par l'ensemble des pays d'Europe sans partager les décisions. Or, c'est souvent un peu le sentiment qu'on a quand on entend des responsables français parler de défense européenne. Finalement, on continue, nous, la France, à décider ce qu'on fait, et c'est l'ensemble de l'Europe qui paye. Et ça, il faut faire attention à ce biais-là. Parce qu'effectivement, d'autres pays n'ont pas le même sentiment d'urgence d'intervention ou le même sentiment sur les menaces. Et par conséquent, on a besoin aussi d'avoir plus de dialogue et plus de solidarité sur la bonne compréhension des menaces. Si vous parlez aux Baltes, ils ne vont pas avoir la même perception des menaces que nous. Or, si on veut parler d'une défense européenne, il faut qu'on soit capable d'analyser les menaces ensemble et de s'y préparer ensemble. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français s'imaginent que l'Europe, c'est un moyen finalement de continuer la politique française en faisant payer l'ensemble de l'Europe. Et ça ne marchera pas. Alors, on va réécouter le chef de l'État, puisqu'il a quand même mentionné une taxe carbone pour financer l'aide au développement. Pierre Laurent, on l'écoute. Le chef de l'État qui s'exprimait devant des étudiants à la Sorbonne. Pour réussir cette stratégie, assurer pour nos industriels les plus exposés à la mondialisation, d'avoir un pied d'égalité avec les entreprises, les industries concurrentes venant d'autres régions du monde qui n'ont pas les mêmes exigences environnementales. C'est pour cela qu'il nous faut une taxe aux frontières de l'Europe sur le carbone. C'est indispensable.
Elle est possible. Voilà, on vient d'entendre Fabienne Keller. Cette taxe carbone, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'elle a été proposée et pourtant ça n'aboutit pas. Alors est-ce que cette fois vous pensez que ça va aboutir, que le contexte est devenu plus favorable? En tout cas, le président Macron marque une volonté. Je n'ai pas rédigé le discours, mais je pense qu'il évoque la taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire ce mécanisme qui est d'ailleurs OMC compatible, compatible avec l'Organisation mondiale du commerce, qui permet de faire payer une taxe à des produits dont le contenu carbone serait élevé. C'est pour éviter la concurrence avec d'autres zones du monde qui n'ont pas de règles environnementales. Et ça, s'il arrive avec son énergie, peut-être l'axe franco-allemand, très sensible aussi à la question du carbone, à en faire une stratégie pour les 27 ou pour un noyau dur, c'est une piste très intéressante parce qu'elle permet d'éviter ce qu'on appelle le leakage, la fuite du carbone. C'est-à-dire que beaucoup d'industries en Europe se sont déplacées, notamment vers l'Asie, vers des pays où les règles environnementales sont beaucoup plus laxistes. Et en fait, ça n'arrange rien du tout sur la situation de la planète et le réchauffement climatique qui est tout à fait, enfin je partage complètement, les autres défis du développement et du changement climatique. Et là, il répond à cette question du climat par une proposition concrète qui a le mérite aussi de créer une ressource partagée et commune, puisque c'est l'entrée sur le marché européen qui serait le déclencheur. Donc quelle que soit l'entrée, ça abonderait le budget européen. Votre réaction, Pierre Laurent? Je ferai juste une remarque. Je rappelle quand même que la France et l'Europe, et la France viennent de signer un traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui prend le chemin exactement inverse. Puisque on ouvre au contraire la porte à un dumping social et environnemental qui a été dénoncé par de très grandes associations en France et en Europe, et notamment toutes les ONG qui se sont élevées contre les risques de ce traité de libre-échange. Donc d'un côté, on a un discours, et puis de l'autre, pour le moment, on a des actes contraires. Si on veut créer de la justice climatique et si on veut avoir de l'ambition en la matière, alors ce qu'il faut, c'est créer un fonds de développement social et écologique, comme nous le proposons depuis des années, qui permette de mutualiser de manière très importante des richesses qui existent en Europe pour engager le travail de transition écologique à l'intérieur. Parce que, sur ça, je le répète, nos axes sont tous les jours contraires. En France, l'Europe vote depuis des années des directives de déréglementation ferroviaire qui ont abouti à quoi? À l'explosion du transport routier. Aujourd'hui, toutes les marchandises se transportent par la route en Europe au lieu d'être transportées par le ferroviaire. Pourquoi? Parce que nous avons déréglementé le secteur. Et ce sont les mêmes qui ont fait ça. Il y a de la contradiction, Jean-Yves Lecomte a ratifié. Si je peux me permettre, pour le Canada, pour le coup, ce n'est pas exact. C'est un des marchés qui a des règles environnementales les plus fortes, un marché vous croyez du que les carbone multinationales américaines vont pas qui est particulièrement structuré, donc qui probablement ne serait pas assujetti à cette taxe carbone aux frontières parce que leurs exigences sont plus fortes. Dans tous les cas, c'est sûr que si on ferme une usine en Europe, qui est normée, où il y a des normes anti-pollution, et qu'on l'installe au Bangladesh, quand la Chine ferme une usine chez elle parce qu'elle veut respecter ses engagements COP21 et que sur un pays auquel elle investit dans le cadre de la route de la soie renvoie ses vieilles usines, non, si on continue de cette manière-là, finalement, les engagements de la COP21, c'est juste, ça ne sert à rien. Donc, c'est indispensable, effectivement, d'être capable de mettre en place ce type de taxe. Parce que sinon, finalement, il y a des fuites. En fait, les puits de carbone, enfin, les consommateurs, les émetteurs de carbone passent d'un pays à l'autre. Et à la sortie, globalement, sur la planète, ça ne change rien. Ou pire, ça s'aggrave. Et donc, c'est indispensable. Maintenant, ça va être très difficile dans la mise en œuvre. Mais je crois que c'est une orientation essentielle. Parce que de toute façon, après, il y a des questions de certification, il y a des questions de suivi, il y a des questions de crédibilité des gens qui vont vérifier les choses sur le terrain. Mais ça, si on intègre aussi le transport dans la taxe, ça peut avoir un effet très significatif. Alors, on va continuer d'analyser le discours d'Emmanuel Macron. Il était très attendu sur un point, celui qui concerne, on en a déjà un petit peu parlé, la création d'un ministre des Finances de la zone euro. On l'écoute. Un budget ne peut aller aussi qu'avec un pilotage politique fort, par un ministre commun et un contrôle parlementaire exigeant au niveau européen. Seule la zone euro, avec une monnaie forte et internationale, peut offrir à l'Europe le cadre d'une puissance économique mondiale.
Fabienne Keller, on parlait du résultat des législatives en Allemagne dimanche. Ça va être compliqué maintenant de faire émerger un ministre des Finances de la zone euro. Alors on le sait bien, c'est le point difficile avec les libéraux allemands qui ne sont pas favorables à ce rapprochement, cette intégration dans le domaine économique et financier. Mais je crois que c'est bien que le président de la République marque un volontarisme. Puis après, c'est la règle en Europe, on discute. Il faudra probablement attendre la fin de la construction de la coalition. Intéressant aussi la dimension parlementaire, parce que il est très vraisemblable, Jean-Yves Lecomte et moi-même, nous participons à des interparlementaires, qu'il sera nécessaire d'inventer quelque chose de nouveau, à la fois avec des délégués nationaux et des parlementaires européens, pour coordonner les politiques économiques et financières, puisque pour certaines, elles relèvent du niveau européen, peut-être du nouveau ministre des Finances européen, mais pour d'autres, elles resteront compétences nationales. Et on sent bien que c'est la coordination qui est le sujet, et donc il faut débattre. C'est quelque chose qui existe déjà dans le cadre du semestre financier européen. Simplement aujourd'hui, cette rencontre des délégations des 28 États membres ne prend pas de décision. Il faut peut-être simplement lui donner un rôle plus opérationnel aux côtés du ministre des Finances annoncé. Vous, Pierre-Laurent, vous seriez favorable à ce qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro ? Non, je ne crois pas que ce soit la solution. Il existe, aujourd'hui, c'est le ministre allemand de l'économie qui est le ministre des Finances, tout le monde le sait. Et c'est lui qui impose ses décisions, on l'a vu dans de nombreuses crises dans la dernière période. Je pense qu'il faut d'autres mécanismes de partage de la décision et qui ne peuvent pas être résolus par la nomination d'un ministre des Finances et qui doivent articuler l'échelon national et l'échelon européen. Et par exemple, sur beaucoup de décisions économiques en Europe, notre Parlement, comme les parlements nationaux dans leur ensemble, ne sont pas associés véritablement aux décisions. Les parlementaires européens eux-mêmes, issus des différents parlements nationaux, ne le sont pas assez. Donc si on veut parler de la démocratisation de la décision, il y a beaucoup de niveaux d'intervention, mais je ne crois pas que ce soit la fuite en avant vers un système ultra concentré de décision qui soit la solution. Parce qu'il faut faire progresser dans une décision partagée des nations qui veulent être souveraines, libres et associées. Mais il faut partager différemment la décision. Donc si on veut parler de la réforme démocratique de l'Europe, il faut élargir considérablement le sujet. Vous avez le sentiment de ne pas être suffisamment associé, Jean-Yves Lecomte, à ces décisions en matière de finances ? De toute façon, c'est pas très lisible. C'est-à-dire que nous, si on est concentré sur un sujet, on peut y arriver en tant que parlementaire. Mais je crois que c'est au niveau finalement de l'opinion publique qu'il y a un sentiment que finalement l'Europe, finalement les États ne partagent pas leur souveraineté avec l'ensemble des citoyens sur ces questions. Et c'est ça c'est la difficulté finalement de la crédibilité de l'Europe vis-à-vis de l'ensemble des opinions publiques. Et je crois que sur cette question du ministre des Finances, si c'est pour dire on veut un budget de plus pour dépenser plus d'argent sur d'autres politiques, il faut dire quelle politique, etc. Je ne suis pas sûr qu'effectivement avec les Allemands aujourd'hui on pourrait y arriver. Mais moi je proposerais d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire finalement de réfléchir à la manière dont la zone euro, dans son ensemble, peut contribuer au budget européen. Parce qu'aujourd'hui, sur les 15 dernières années, finalement, les ressources propres de l'Union ont énormément baissé et c'est des contributions nationales qui les remplacent. On est passé de 15% à 70% de contributions nationales sur les 20 dernières années, ce qui est énorme. Finalement, ça veut dire que si les finances précèdent le reste, ça veut dire qu'on est en train de construire l'Europe. Et donc, je crois qu'avant d'avoir d'autres politiques et de développer un budget spécifique avec d'autres dépenses, il faudrait que la zone euro puisse être, développe des politiques fiscales qui permettent aux États membres de la zone euro de contribuer ensemble au budget de l'Union européenne. C'est-à-dire renverser la situation. C'est-à-dire quand on est dans la zone euro, on contribue ensemble au budget de la zone euro. Pas pour dire comme ça, je pense qu'on pourrait s'accorder plus facilement avec les libéraux allemands. Ouais. Fabienne Keller, et ce sera le mot de la fin. C'est vrai que c'est toute cette question, un budget, oui, mais pourquoi faire finalement ? Oui, ça mérite d'être travaillé. Comme Jean-Yves Lecomte le dit, c'est très juste. Il y a moins de ressources propres parce qu'en fait, il y a moins de tarifs douaniers, notamment sur les produits agricoles. Ils ont complètement disparu. Donc cette taxe d'inclusion carbone aux frontières pourrait en être l'une des ressources. Et après, il faut qu'ensemble, on définisse l'objet de ce budget. Par exemple, il pourrait financer des moyens importants et complémentaires pour les contrôles aux frontières. Pourquoi un État membre, l'Italie ou la Grèce devrait dépenser beaucoup pour contrôler à sa frontière ? Politique d'asile. Parce que c'est à son
il se trouve que c'est le point d'entrée. Eh ben, c'est tout naturellement l'Europe qui est protégée dans sa globalité par une action efficace aux frontières, l'application rigoureuse de la réglementation européenne. Donc c'est le budget européen. Mais tout ça mérite, qui pourrait le financer, mais tout ça mérite discussion. Mais on sent bien que l'Europe qui protège a besoin aussi d'être capable de porter financièrement les charges qui correspondraient. Et j'entends bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'armée française ne va pas être payée par le budget européen. Oui, mais quand l'armée française participe à une force internationale et qu'elle est très significative, de l'ordre de 30 à 40% des financements européens totaux, peut-être qu'il peut y avoir un appui européen qui tient compte du fait que d'autres États membres n'ont pas de financement. Donc, moi, je me réjouis que le président de la République ait la vision d'une Europe forte, avec des axes stratégiques et une volonté de protéger et d'être aux côtés de nos concitoyens. Et à noter, Fabienne Keller, qu'Emmanuel Macron est toujours en train de s'exprimer. Il vient d'ailleurs de déclarer que le Royaume-Uni a toute sa place dans une UE repensée et simplifiée. La suite de l'analyse et du décryptage du discours d'Emmanuel Macron, ce sera tout à l'heure dans l'émission. On va plus loin. Merci à tous les trois. Beaucoup. On continue aussi de parler de l'actualité ici au Sénat, de la constitution des groupes politiques. Fabienne Keller, d'ailleurs, une question peut-être qui vous concerne, ce groupe constructif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Où est-ce qu'on en est? Écoutez, à cette heure, rien n'est décidé. Il y a deux options. Un groupe constructif séparé ou une sensibilité constructive au sein d'un groupe majorité sénatoriale autour de Gérard Larcher refondé. C'est dans les tout prochains jours que tout ça va se décider. On dialogue beaucoup avec mes collègues. Ce qui est important, c'est que ceux qui ont envie de soutenir l'action réformatrice du gouvernement, l'action pro-européenne qui vient d'être présentée par le président, soient rassemblés. Mais nous sommes aussi vigilants sur la question des collectivités locales. Ouais, s'il n'y a pas de groupe Les Constructifs, est-ce que vous avez l'assurance du président du Sénat que cette sensibilité sera bien reconnue au sein du groupe LR, Fabienne Keller? C'est au cœur du sujet. Oui, on sait que Claude Malhuret, avec qui vous aviez créé cette association, n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous. Lui, il continue à chercher des signataires pour avoir ce groupe constructif. Oui, il est plus allant. Il a fait son choix clairement en faveur du groupe. Pour ma part, je discute beaucoup avec les collègues. Nous étions plusieurs dizaines à partager nos convictions, à être porteurs pendant la présidentielle du même projet. Et je souhaite que cette décision soit prise en équipe. Sur ce plateau, Claude Le Pen, bonjour, merci d'être avec nous. Économiste, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes spécialiste des questions de santé. Merci d'être avec nous. Bernard Jomier est également sur ce plateau, bonjour. Vous avez été élu dimanche sénateur apparenté socialiste de Paris. Vous avez longtemps été en charge des questions de santé à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous. Puis j'accueille enfin Jean-Paul Ortiz, bonjour. Vous êtes président de la CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. Merci à tous les trois. Première question pour vous, Claude Le Pen. Quel regard portez-vous sur les derniers arbitrages du gouvernement en ce qui concerne ce PLFSS? On voit que le retour à l'équilibre a été reporté à 2020. C'est plus sage comme décision selon vous? C'est assez sage parce que si on voulait aller plus vite, il aurait fallu faire un effort beaucoup plus important que le système aurait eu quand même du mal à encaisser. Ma première réaction, c'est qu'on est quand même dans le classique. On est quand même dans le classique. Ça ressemble quand même beaucoup, quoi qu'en dise la ministre, à la loi de financement votée pour 2017. J'ai sous les yeux les mesures qui avaient été annoncées il y a un an. On est dans le même profil. Un peu plus sévère. L'année dernière, il y avait 4 milliards d'euros. Là, il y a 200 millions de plus, 4 milliards d'euros d'économie. On va retrouver les mêmes postes, toujours un gros effort de des médicaments. L'année dernière aussi autour de 1 milliard. Si on combine baisse de prix, générique, la politique d'achat aux hôpitaux, enfin, si on rassemble plusieurs rubriques qui concernent les médicaments, ça fait effectivement, on reste dans les mêmes eaux. Il y a beaucoup de mesures tarifaires qui sont liées un petit peu à cette logique. C'est-à-dire, il faut trouver des économies ou un budget pour l'année prochaine. Si on restructure le système, si on change tout, si on met en place des politiques de restructuration fortes, on aura des bénéfices. Même la prévention, qui est le chouchou de la ministre, et je m'en félicite, la prévention c'est formidable, mais ça ne donne des effets qu'à 2, 3, 4, 5 ans, c'est l'avenir. Et là, ce mécanisme budgétaire impose des économies à partir du 1er janvier 2018, dans 4 mois. Et donc c'est vrai que les mesures tarifaires sont en général les seules qui peuvent répondre à ce souci de rendement à très court terme. Alors je sais que le gouvernement réfléchit en tout cas à l'idée, disons, d'allonger un petit peu et de passer à des lois de programmation un peu plus longues. Celle-là ne s'inscrit pas dans cette logique. Il est plutôt, encore une fois, de nature traditionnelle. Bernard Jomier, si vous deviez mettre une note sur ce projet de loi de financement de la sécurité
sociale, quelle serait-elle? Vous jugez bien que les mesures contenues vont plutôt dans le bon sens? Moi, j'attendrai pour le noter qu'il soit passé devant le Parlement et que le travail ait pu se faire. Mais effectivement, on est dans un PLFSS, un projet qui est dans une continuité et qui se prive d'outils de restructuration réelle qui permettraient de sortir de la logique qu'on connaît depuis des années et des années. Alors, vous pensez à quoi, par exemple? Si on le regarde, on se dit plus 2,3%, c'est pas si mal, sauf que l'augmentation tendancielle, elle est beaucoup plus forte et donc ça impose des économies. En particulier, vous savez, la ministre a annoncé sur la stratégie nationale de santé 4 grandes priorités, qui sont de bonnes priorités. La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, la prévention, l'efficience, la qualité et l'innovation sont des axes qui sont tout à fait intéressants. Et là, à ce stade actuel, dans ce projet de PLFSS, on ne lit pas. On ne lit pas de mesures structurantes fortes qui permettent de décliner ces actes. De même, sur la question de l'hôpital, en fait, c'est une recette très classique qui est utilisée. On monte le forfait hospitalier pour donner un peu d'oxygène aux hôpitaux. Les patients vont en faire les frais, et notamment les plus précaires, mais il n'y a pas de mesure de fond, alors qu'on sait que nos hôpitaux sont en grande difficulté, ont des capacités d'investissement qui sont tout à fait insuffisantes pour faire face au virage ambulatoire, à la transition écologique, énergétique, et donc et aux investissements courants même maintenant. Maintenant, même les investissements courants sont difficiles à assumer pour de nombreux hôpitaux. Donc, on a un défaut de mesures de réorganisation structurelle et de ce fait, pour le moment, des recettes très classiques. Ouais. Jean-Paul Ortiz, est-ce que ce sont les patients qui vont finalement faire les frais des mesures contenues dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale? Ce qui me semble, c'est que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale se caractérise, comme l'a dit Claude Le Pen, par une relative continuité dans les mesures qui sont prises. Et je donnerai pour cela un exemple. Le président de la République avait proposé un Ondam à 2,3 sur l'ensemble de son quinquennat pendant la campagne électorale. Alors l'Ondam, c'est l'objectif l'objectif national des dépenses de d'assurance maîtrise, maladie. Pour les téléspectateurs. Cet objectif d'assurance maladie à 2,3, il est effectivement prévu dans la loi de financement de 2018. Je rappellerai que ça correspond à peu près à ce qui a été effectivement dépensé à 0,1 point près en 2016. Pour les soins de ville, qui aujourd'hui souffrent depuis des années, alors qu'on sait qu'il faut absolument faire ce virage ambulatoire, alors qu'on sait que le recours à l'hôpital, il est désordonné, il est coûteux, et que l'hôpital a besoin de se réorienter, il a besoin de se restructurer, il faut allouer des moyens beaucoup plus importants à la médecine de ville pour assumer ce nouveau rôle qu'on voudrait voir donner à la médecine de ville et qu'elle assume déjà en partie, mais qu'elle devrait pouvoir assumer mieux. Et je donne un exemple, les pathologies chroniques, les personnes âgées qu'il faut essayer de maintenir à domicile vont nécessiter des soins pour le maintien à domicile et éviter l'hospitalisation itérative qui se répète et qui se prolonge. Il nous faut donc des moyens. Or, l'Ondam pour les soins de ville, qui est prévu à 2,4%, est exactement l'Ondam qui a été réalisé en 2016. Autrement dit, on parle beaucoup du virage ambulatoire, on parle de la prévention et nous sommes complètement d'accord pour prendre notre rôle dans la prévention, dans la vaccination, et nous y sommes favorables. Oui. Nous avons dit clairement que nous étions favorables à une obligation vaccinale parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit de confiance vis-à-vis de la vaccination, parce que c'est un défi que nous devons relever. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir encore des enfants qui meurent de la rougeole dans ce pays. On se croirait dans des pays sous-développés qui n'ont pas accès à la vaccination. En France, les enfants ont accès à cet outil de prévention merveilleux qu'est la vaccination et on traîne des pieds, il y a une crise de confiance. Donc moi, je salue la ministre pour cette décision courageuse. Mais je dis aussi à la ministre, il nous faut les moyens pour assumer ce virage ambulatoire et il faut vraiment réorganiser, restructurer notre système de santé. Les médecins libéraux sont prêts à s'engager sur la nouvelle organisation territoriale. Il faut nous y accompagner. Oui.
Claude Le Pen. Beaucoup de choses ont été dites peut-être. Oui, mais sur ce point. beaucoup de choses que je partage. Je pense que notre système de santé a un gros défaut qui date des années 50, qui est cette séparation quasi métaphysique, ontologique entre la ville et l'hôpital. C'est pas les mêmes statuts, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes processus, c'est même pas les mêmes modes de contrôle, de surveillance, c'est pas les mêmes tutelles. D'un côté, c'est l'assurance maladie, de l'autre, c'est l'État. Et c'est comme si on avait deux sécus, une qui payait la moitié du budget total aux hôpitaux, parce que les hôpitaux, c'est la moitié de la dépense de santé, et une autre sécu qui payait les médecins de ville, les pharmaciens, les dentistes, les infirmiers libéraux. Dans quel pays il y aurait deux sécus, l'une spécialisée dans l'hôpital et l'autre spécialisée dans les soins de ville? Alors que tout ce qu'on met en avant comme piste pour l'avenir, la prévention, ça se ferait à la fois en ville et à l'hôpital. L'efficience, c'est évidemment de pouvoir traiter le patient là où il est le mieux, d'abord, pour lui, et où on peut le suivre, où on peut avoir ce va-et-vient. Donc, toutes les pistes qu'on avance sont des pistes qui militent en faveur de ce rapprochement de ces deux mondes, mais toute notre organisation structurelle et la régulation budgétaire les opposent. Donc, on vit une grande contradiction en France. D'un côté, on veut fusionner tout ça au nom, effectivement, du virage ambulatoire et de la proximité, et de l'autre, le système est organisé de manière institutionnelle à ce que ces mondes s'ignorent, voire il y a des réticences peut-être s'opposent. aussi de la part des personnels de santé aujourd'hui, liées à cette spécificité française. Peut-être Bernard Jomier, je ne devrais pas. Il y a aussi une autre coupure qui est vivace dans notre système, qui est inscrite dans la loi, c'est celle entre le sanitaire et le médico-social. Absolument, et qui, absolument. face à une évolution structurelle des dépenses de santé qui est liée au vieillissement, à l'intrication de problématiques, de pathologies chroniques, mais aussi de difficultés sociales, d'une personne âgée qui a une maladie d'Alzheimer, il faut lui apporter à manger, il faut qu'il y ait des aides à domicile, il ne faut pas que des soins médicaux par les professionnels de santé. Et donc, cette coupure fait que la coordination est mal faite, et que c'est ce que je regrette aussi, c'est que ce PLFSS, le premier d'une nouvelle législature, c'est le moment où on peut lancer les grandes réformes. Ce n'est pas dans 3 ans, on le sait tous. Si à ce moment-là, on ne lance pas ces grandes réformes, on ne dit pas qui fait la coordination. Parce qu'actuellement, le virage ambulatoire qui est en cours, l'hôpital dit « moi, je vais faire la coordination avec la ville ». La ville dit « non, c'est moi qui vais faire ». Souvent, on pense qu'il y a une vision trop je mets en centrée place sur les chiffres, trop centrée sur cet objectif de réduire le trou de la sécurité sociale. Alors, l'approche purement comptable, moi, on ne peut pas la partager. On ne peut pas dire toujours oui, on ne dépense pas assez, et en même temps, il faut avoir une approche qualitative. On ne sortira pas de la discussion sur les chiffres si on ne restructure pas, si on ne réforme pas profondément l'organisation des soins, en respectant chacun dans ce qu'il apporte à notre système de santé. Mais encore une fois, d'où viennent les blocages? Pourquoi on n'y arrive pas, peut-être, Jean-Paul Ortiz? Je partage complètement ce que vous venez de dire dans votre dernière partie d'intervention. Parce que nous sommes dans une contradiction entre la nécessité de réorganiser notre système de santé, à l'hôpital bien sûr, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réorganiser l'hôpital pour qu'il soit plus performant, qu'il soit vraiment la structure de recours, éviter que pour tout et n'importe quoi on aille aux urgences par exemple. Il faut restructurer la médecine de ville qui doit se regrouper, devenir vraiment des offreurs de soins dans les territoires et avoir cette responsabilité d'organisation territoriale. Et dans le même temps, nous devons réorienter notre système de santé vers la prévention. Or, on sait bien que les moyens qu'on met aujourd'hui dans la prévention n'auront un impact sur les dépenses de santé qu'à moyen, voire long terme. Voilà une des contradictions dans lesquelles nous sommes, parce que on est obligé de donner du temps au temps. De la même façon, lorsqu'on parle de pertinence et de qualité des soins, et je l'ai dit à Madame la Ministre, nous sommes prêts à nous y engager sur la pertinence et la qualité des soins. Mais n'attendez pas d'avoir un résultat comptable immédiat dans les mois qui suivent. C'est pas possible. Donc nous sommes tout à fait prêts à développer ces axes qui iront dans la meilleure prise en charge des patients, qui permettront d'avoir un soin adéquat, éviter les actes redondants, justement casser ces frontières entre la ville et l'hôpital, mieux transmettre les informations, les examens complémentaires qui sont faits. Mais pour ça, il faudra donner un peu de temps pour que le système de santé dans sa globalité, dans le cadre d'un parcours de soins qui va aussi bien de la ville vers l'hôpital que l'inverse, pour que l'ensemble du système de santé soit beaucoup plus efficient et génère des économies grâce à ces transformations de fonds. Et je regrette que ce PLFSS
soit un peu un PLFSS qui est très proche de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ouais. Sans des mesures qui avaient braqué la profession, la marche qu'on nous a promise. De la suppression du tiers payant avec Marisol Touraine. Bien sûr, bien sûr. On n'en est pas là. Claude Le Pen, vous souhaitiez intervenir. Je voudrais aussi vous entendre sur les 3 branches qui sont à l'excédent. Accident du travail, retraite, famille, ça c'est une première. Depuis 10 ans, il y a quand même des choses positives? Il y a quand même des choses positives. Le déficit, c'est compliqué. Et on le réduit par rapport à quoi? Par rapport à ce que le gouvernement, par rapport à 2016, il est réduit. Par rapport à ce que le gouvernement précédent entendait pour 2017, il est il était un peu supérieur. Par rapport à ce que la Commission des comptes prévoyait en septembre, il est aussi réduit. Donc tout dépend un petit peu du terme de référence. C'est vrai qu'il y a des branches qui dégagent un excédent temporaire, parce que certaines branches sont menacées de retourner au déséquilibre en 2018, notamment la branche retraite, qui fait 1,5 milliard d'excédent cette année, en partie à cause des mesures qu'on a prises. C'est-à-dire que c'est pas un excédent qui tombe du ciel. Il y a eu depuis plusieurs années des mesures prises en matière de retraite que tout le monde connaît, qui ont fait descendre les gens dans la rue, qui risquent de le faire encore descendre. Il y a une manifestation encore aujourd'hui des retraités. Donc bon, alors on voit au moins peut-être là qu'il y a effectivement un résultat. Sur la branche famille, il y avait, et sur la branche AT-MP, la branche accident du travail, elle a toujours été un peu en excédent parce que c'est une branche intéressante d'ailleurs, parce qu'on ajuste les cotisations en fonction des dépenses, contrairement au reste. Vous voulez. Donc elle est un peu structurellement, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, si vous voulez dépenser plus, vous payez plus. Soit c'est que c'est pas ce qu'on fait. On dit dépenser plus, mais on n'augmente pas, disons, les recettes de la sécurité sociale au même niveau. Un point quand même, c'est ce jeu auquel jouent là les gouvernements n'est pas très durable. Je regardais un petit peu la série. En 2015, on a fait un plan d'économie de 3,2 milliards. En 2016, de 3,4 milliards. En 2017, de 4 milliards. Et maintenant, de 4,2 milliards. Si je prends 2010, c'était 2 milliards. Donc tous les ans, on rajoute un plan d'économie de 200 millions, 300 millions de plus. Alors l'année prochaine, ça sera combien? Ça sera 4,8 milliards, et après 5,2 milliards et 5,3 milliards. Jusqu'où va-t-on aller dans cette espèce d'inflation de plan d'économie? On met de l'argent dans le système, mais d'un autre côté, on lui demande aussi de faire des économies. Donc les professionnels n'y comprennent pas grand-chose, parce qu'ils voient au fond qu'ils ont plus de mal à travailler, alors même que les besoins de santé augmentent et que les besoins de la population sont croissants. Et donc on est dans une logique qui, si on ne prend pas effectivement, là je suis d'accord, des vraies mesures, notamment sur ces césures. Notre système est fondé sur les césures, ville-hôpital, médico-social, médecine générale, médecine spécialisée. Il y a toute une série de césures, alors que l'avenir du système, c'est la coopération, la collaboration autour du patient. Donc là, il y a vraiment une réflexion de fond à avoir sur l'avenir de notre système. Bernard Jomier, c'est vrai que c'est le dilemme du gouvernement. Il est mécaniquement confronté à un vieillissement de la population et donc à une augmentation des dépenses de santé. Et pourtant, l'assurance maladie, on appelle ça l'homme malade de la Sécu, avec toujours cette branche qui reste déficitaire. Oui, mais enfin, il n'y a rien d'inattendu. Le vieillissement de la population, on le connaît tous, il est écrit, on peut le projeter à 10 ans, à 15 ans, avec l'évolution de l'espérance de vie. On sait que les problématiques de vieillissement, de pathologies chroniques, de maintien à domicile, sont devenues essentielles, et que l'articulation entre les intervenants est devenue essentielle. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on est un pays qui dépense beaucoup pour sa santé, 11% environ du PIB, donc c'est tout à fait significatif, mais que le système, encore une fois, a été fondé dans ses grandes lignes à une époque où le besoin de santé était un besoin plus de pathologies aiguës, de maladies aiguës, qu'on allait guérir rapidement. On allait entrer à l'hôpital, se soigner, tout le monde connaît ça, sortir. On a fondé un système hospitalo-universitaire quand même il y a 60 ans maintenant, qui évolue. Il faut dire qu'il y a eu des évolutions marquées, mais qui évolue insuffisamment vite au regard des modifications épidémiologiques, c'est-à-dire du changement de la nature des problèmes de santé auxquels on fait face. Et là, cette adaptation, si elle n'est pas menée très rapidement, on va se retrouver chaque année, c'est un marronnier avec un PLFSS qui dira oui, non, mais je vous assure, on a eu une ministre il n'y a pas longtemps qui nous a dit ça y est, on est à l'équilibre. Bon, donc au fur et à mesure qu'on approchera des élections, à dire on est à l'équilibre, alors qu'on ne l'est pas du tout et qu'on a des ressources qui sont tout de même relativement importantes. Elles pourraient l'être plus si la situation de l'emploi s'améliorait, mais elles sont relativement importantes. Donc la question, c'est bien, plus qu'une question strictement quantitative, de réorganiser ce système. Et les pistes, encore une fois, on les connaît. Je vous disais tout à l'heure que la ministre a posé des bons principes, mais la prévention, ça ne peut pas être simplement d'augmenter le prix du paquet de tabac pour que les gens fument moins. La prévention, c'est aussi
d'agir en amont des maladies. Et on sort du cadre strictement du soin. On sait maintenant 3 problèmes majeurs de santé publique en France. Le tabac, l'alcool et la pollution de l'air. Si vous n'agissez pas, et ça prend du temps, ça prend des années, sur ces grands facteurs, ces grands problèmes de santé, vous ne faites pas de prévention. Donc la prévention, elle se joue en dehors du système de santé stricto sensu. C'est très important, c'est aussi une transformation qu'on doit mener. Jean-Paul Ortiz. Oui, la question qu'il faut se poser dans le système de santé aujourd'hui, et vous avez raison, on y consacre beaucoup de moyens par rapport à notre PIB, c'est que nous avons, comme dans tous les pays industrialisés, une augmentation liée au vieillissement et aux avancées de la médecine, qui est autour de 4,5% pour les dépenses d'assurance maladie si on ne fait rien. On ne fait rien. Or, chaque année, on essaie effectivement de contenir ces dépenses d'assurance maladie tout en essayant de ne pas induire une surparticipation des patients dans leurs dépenses d'assurance maladie. Et je voudrais d'ailleurs rappeler à ce propos, et je m'en félicite, parce que nous sommes très attachés à un système solidaire, grâce à la sécurité sociale, que nous avons en France ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce que les Français paient directement de leur poche, qui est le plus bas des pays de l'Europe des 15 et le plus bas des pays de l'OCDE, qui est à un peu moins de 8% et qui, d'année en année, a tendance à diminuer. Le problème qu'on a sur ce reste à charge, c'est qu'il est mal réparti. Et à l'échelon individuel, on peut avoir un reste à charge qui est important. Et la problématique dans cette masse que nous consacrons à la santé, c'est comment faire pour mieux utiliser ces deniers collectifs. Et là, nous savons qu'il y a une réorganisation dans la transversalité à faire. Il faut absolument qu'on réoriente notre système de santé vers la ville, vers la proximité, parce qu'encore une fois, le recours à l'hôpital coûte cher. Nous avons en France un des taux d'hospitalisation les plus élevés de l'OCDE, comparativement aux autres pays Jean-Paul européens. Ortiz, est-ce qu'il faut passer par des mesures davantage coercitives pour réorganiser notre système de soins? Je parlais tout à l'heure d'éventuels blocages. D'où ça vient si on n'y arrive pas? Ça veut dire qu'il faut accompagner les professionnels de santé dans leur globalité sur le terrain pour qu'ils puissent mieux s'organiser. Moi, je suis frappé, quand je fais le Tour de France, de voir l'ingéniosité, l'inventivité que nous avons auprès des patients. Les médecins, ils s'organisent entre eux, ils se coordonnent pour essayer de monter un certain nombre de choses. Nous nous heurtons à une réglementation qui est très lourde, à une dérive bureaucratique de notre métier qui est insupportable parce qu'on passe au moins 30% de notre temps à faire de la paperasserie au lieu de se consacrer aux soins. Voilà les vrais problèmes que nous avons. Et effectivement, nous sommes prêts à nous engager, mais on doit nous aider, on doit nous accompagner dans cette organisation à l'échelon des territoires, parce que nous avons quand même 2 enjeux majeurs et 2 problématiques que ressentent les Français. C'est d'abord trouver un médecin traitant partout. Alors on parle des déserts médicaux, moi j'aime pas parler des déserts médicaux parce qu'en général ce sont des déserts tout court, mais effectivement les médecins ont cette responsabilité territoriale de permettre à tout le monde d'accéder à un médecin traitant. Et la deuxième problématique que ressentent les Français, c'est accéder à un médecin spécialiste dans des délais raisonnables. Et pour ça, il va falloir aussi qu'on s'organise mieux pour avoir un recours à l'ensemble du système de santé qui soit plus cohérent. Peut-être Claude Le Pen, on se souvient que le précédent quinquennat avait été marqué par la question du tiers payant qui avait cristallisé les débats, beaucoup de tensions autour de la ministre Marisol Touraine. Est-ce que vous pensez, finalement on parlait d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt classique, qu'on n'a pas voulu prendre des mesures plus contraignantes pour les médecins pour ne pas braquer la profession dès le début du quinquennat? J'étais un peu surpris parce que les bruits qu'on avait à travers les entretiens qu'on peut avoir avec pas mal de gens dans le système laissaient percer une volonté de taper un peu fort, etc. Puis à la fin, on se retrouve avec un plan assez classique. Donc je pense qu'il y a dû avoir des débats internes à l'équipe gouvernementale pour finalement ne pas aller jusqu'à, disons, un effort qui aurait été de 1 milliard de plus. On parlait de 5 milliards à un moment d'effort. On parlait d'ONDAM à moins de 2%. Donc il y a eu certainement des arbitrages qui ont conclu qu'il fallait plutôt apaiser les choses. Je crois que le quinquennat précédent a créé une tension entre les professionnels de santé et l'État sans précédent. Les relations ont toujours été compliquées entre les professionnels de santé et la sphère publique. Ça n'a jamais été, disons, un long fleuve tranquille pour
plein de raisons historiques, etc. Notamment en France, peut-être plus que dans d'autres pays anglo-saxons. Mais c'est vrai que cette histoire de tiers payant, au-delà même de la technique, si vous voulez, du fait que les gens, parce qu'après tout, le tiers payant, il existe à l'hôpital, il existe en pharmacie, il existe dans beaucoup de choses. Ce qui a heurté les professionnels de santé, c'est d'abord de se sentir un peu méprisés. C'est-à-dire qu'on décidait ça un petit peu en dehors d'eux. C'est ensuite de leur transférer une charge administrative. Ils considèrent qu'ils ne sont pas médecins pour faire de la paperasserie. Jean-Paul vient et puis de dire au fond, on ne croit plus à la médecine libérale. On ne croit plus à voilà. Donc cette médecine libérale sera une médecine encadrée, salariée, etc. Donc c'est plus, si vous voulez, sous l'angle. Donc les leçons ont été retenues. Voilà, du passé. Plus que sur l'angle purement technique du tiers payant, qui je crois que les Français veulent. Encore une fois, c'est assez logique. En pharmacie, ils l'ont. Ils pourraient aussi bien l'avoir chez un médecin. C'est un petit peu cet environnement, disons, politique, et c'est peut-être ces erreurs de communication qui ont un peu crispé le débat. Que le gouvernement actuel veulent que les choses retombent, je le comprends. Cela étant, il ne faut pas que ça devienne de l'immobilisme. Il ne faut pas que sous couvert, disons, de calmer les tensions, on ne fasse que reproduire un petit peu cette logique budgétaire à court terme dont on parlait il y a un instant. Eh bien, merci Claude Le Pen, merci à vous Bernard Jomier, merci Jean-Paul Ortiz. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a vu dans le reportage de Stéphane Amalian, il y a eu un fort renouvellement du Sénat lors de cette dernière élection, un taux de renouvellement de près de 56% si l'on considère 2014 et 2017. Comment ça s'explique selon vous ? Comme vous l'avez bien montré dans votre reportage, ça s'explique d'abord par la fin du cumul des mandats. D'accord ? Pour beaucoup de parlementaires, le mandat local est vu comme étant plus satisfaisant, c'est-à-dire que quand vous êtes maire, quand vous êtes président d'un conseil départemental, eh bien vous voyez réellement les choses avancer, alors que quand vous êtes au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, notamment dans l'opposition, eh bien souvent l'action concrète est plus difficile. Donc quand le cumul était permis, eh bien les parlementaires pouvaient conjuguer une action nationale d'un côté et de l'autre cette action concrète locale qu'ils jugeaient très valorisante. Évidemment, quand on leur demande de choisir, c'est compliqué. C'est donc le non-cumul qui explique cela pour vous, parce qu'il y a des sénateurs qui l'ont déjà anticipé et des sénateurs qui vont donc certainement quitter le Sénat en vertu de son application à partir du 2 octobre prochain. C'est particulièrement le non-cumul. Il n'y a pas de changement plus profond au niveau du Sénat qui explique aussi... Le Sénat, par exemple, ne serait pas hermétique au changement ? Non, le Sénat n'est pas hermétique au changement. Le Sénat change plus lentement. Ce qui s'explique, c'est-à-dire que le Sénat, en fait, qu'est-ce que c'est ? D'un point de vue sociologique, je dirais presque, c'est-à-dire du point de vue de ce que représente le Sénat, eh bien, c'est une sorte de représentation des réseaux locaux, des réseaux d'élus qui se construisent par strates successives d'élection en élection. Donc, ces changements, ils sont lents à être perçus dans le temps. Il faut qu'une élection, en balayant une autre, que le personnel politique évolue. Donc le Sénat n'est pas imperméable au changement seulement, et c'est pour ça qu'il est le Sénat, cette assemblée des continuités, eh bien il met du temps à changer. Beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale où il y a le scrutin universel direct, et là pour le coup, eh bien, on a vu, il peut y avoir une volonté des électeurs de faire table rase. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez deux grands facteurs en fait qui jouent. À l'Assemblée nationale, le mode de scrutin amplifie les victoires. Prenez La République En Marche. Au premier tour, les candidats de La République En Marche reçoivent sur leur nom environ 15% des votes des inscrits, d'accord ? 20-30% des votants. C'est peu relativement. Mais par la magie du scrutin majoritaire à deux tours, tout ça, ça donne une majorité absolue. Ça, c'est le premier facteur. Ça n'existe pas au Sénat, tout du moins pas dans les mêmes termes. Le deuxième facteur, c'est qu'encore une fois, vous êtes élu au Sénat par un personnel politique ancré, qui a plutôt tendance à favoriser les gens qu'il connaît bien, dont il sait qu'ils vont pouvoir, ces élus, porter la voix des territoires au Sénat. Et donc tout ça, cette confiance, cette construction d'une commune vision, ça se travaille, ça prend du temps. Et donc on élit rarement un perdreau de l'année. Est-ce que vous pensez du coup qu'il va falloir attendre qu'il y ait de nouvelles élections intermédiaires pour que le Sénat enregistre les grands bouleversements politiques qu'il y a eu cette année avec l'avènement de La République En Marche ? Si La République En Marche a un succès relativement notable et important aux élections locales, oui. Après, si jamais elle si elle ne remporte pas de succès important, non. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'agit d'ancrer le succès dans le temps. Le Sénat est le comptable de tous ces succès électoraux successifs. Ça prend du temps. À l'Assemblée nationale, vous pouvez
faire le casse du siècle un jour, ou plutôt 2 jours, les jours des 2 tours, et tout d'un coup avoir une majorité absolue. Au Sénat, eh bien, il faut construire sur le temps long une victoire. Et donc, ça va dépendre de la capacité de La République En Marche de construire sur le temps long son ancrage politique dans le territoire français. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Je parlais tout à l'heure du fort taux de renouvellement cette année du Sénat. Le paradoxe, c'est que, eh bien, au niveau sociologique, ça n'a pas beaucoup bougé. C'est à peu près le même âge. La parité avance, mais elle avance lentement. On retrouve à peu près les mêmes métiers. Pour l'essentiel, d'abord des fonctionnaires, ensuite des cadres, très peu d'ouvriers. Ça, pour vous, eh bien, c'est susceptible de changer ou pas ? C'est susceptible de changer, oui et non. C'est-à-dire que je dirais que ce n'est pas propre au Sénat. On a une sociologie de l'Assemblée nationale qui a beaucoup évolué grâce en effet à la victoire de La République En Marche, qui a proposé des candidats qui n'étaient pas issus des moules traditionnels. Jadis, vous aviez 2 modes, on va dire, d'accession au Parlement. Vous aviez les parcours militants, et il fallait avoir passé des années et des années dans un parti politique pour qu'on vous fasse assez confiance pour vous présenter aux législatives. Au Sénat, on était plutôt dans un parcours, ça existait les parcours militants, mais on était plutôt dans un parcours local. Il fallait avoir fait le cursus honorum local, avoir été maire, conseil départemental, connaître un peu tout justement ces grands électeurs. Ça demeure ? Ça demeure, et ça demeure au Sénat. Et ça implique du coup une sociologie particulière. Et les grands bouleversements qu'on a connus à l'Assemblée nationale sont moins possibles, comme vous le disiez. Après, la question de l'âge est également liée à ça. C'est-à-dire que les nouveaux députés n'ont pas poursuivi ce cursus honorum. Et donc, ils sont arrivés relativement jeunes. On fait toutes les étapes pour devenir sénateur. C'est ça. Et au Sénat, eh bien, vous avez ce cursus honorum qui perdure et qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup, on apprend le métier. D'ailleurs, non seulement il faut avoir passé toutes les strates d'élus locaux, mais d'ailleurs, on a constaté lors de ce renouvellement qu'il y avait aussi l'arrivée de nombreux anciens ministres. On a vu Marc-Philippe Daubresse ou encore Édouard Courcial, Patrick Kanner à gauche. Oui, il y a beaucoup d'anciens ministres. Vous avez plusieurs profils de sénateurs. Vous avez en effet le grand élu local qui a un peu roulé sa bosse dans les collectivités. Et vous avez d'une certaine façon une prime à ce type de personnel politique qui a une forme d'éminence au regard des fonctions nationales qu'ils ont occupées. Donc ça a toujours été une permanence du Sénat et depuis la Troisième République. Et c'est quelque chose qui perdure. Du coup, certains diront que le Sénat se renouvelle peu, mais du coup, il peut aussi y avoir beaucoup moins d'accusations d'amateurisme comme il y a pu avoir à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Alors ça, c'est le danger et la chance pour le Sénat. Le danger, en effet, c'est qu'on dise qu'il est le représentant du vieux monde. Je ne crois pas beaucoup à cette idée d'ancien et de nouveau monde. Le nouveau monde, il a émergé il y a quelques mois et c'était sur une simple élection. Le Sénat, justement, comme je le disais tout à l'heure, il est cette chambre des permanences et des permanences électorales qui se construisent sur le temps long. Et du coup, le personnel politique issu des élections sénatoriales eh bien, peut faire valoir cette capacité à mieux améliorer les lois, à mieux comprendre le processus législatif, sachant que parlementaire, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un métier. Faire un amendement, faire une proposition de loi, intervenir en CMP, eh bien, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et quand on improvise, généralement, ça se passe pas bien. C'est quelque chose qui s'apprend, notamment au contact des anciens. Et là, du coup, le Sénat a peut-être quelque chose à faire valoir. C'est ce côté expert en droit qu'il va devoir jouer pour vous. Le Sénat, c'est sa carte maîtresse dans le dialogue avec l'Assemblée nationale à venir? Alors, pas forcément expert en droit, c'est-à-dire que ce n'est pas une assemblée de juristes. D'ailleurs, si vous prenez les chiffres justement des professions, vous verrez que les professions juridiques ne sont pas forcément surreprésentées. Mais c'est cette capacité à manier le droit. Et ça, c'est quelque chose de différent. Vous avez une idée politique, c'est bien, c'est beau. Maintenant, faire de cette idée politique un amendement, une proposition de loi, eh bien, c'est faire passer d'un langage qui est d'un langage politique à un langage juridique. Et cette capacité de passage, de construction d'un langage juridique sur une proposition politique, ça, encore une fois, c'est un métier. Un dernier mot sur l'actualité de cette semaine au Sénat, c'est l'élection des présidents de groupe. Et finalement, on voit que Bruno Retailleau va rester à la tête du groupe des Républicains, Didier Guillaume à la tête du groupe socialiste, certainement Éliane Assassi. On en a parlé tout à l'heure, elle est seule candidate chez les communistes. Gérard Larcher devrait être réélu lundi. Finalement, en tout cas au niveau des têtes d'affiche du Sénat, ça ne va pas beaucoup changer avec cette élection ? Non, ça ne va pas beaucoup changer et il y a une raison, je dirais presque structurelle, c'est que la plupart des grands groupes traditionnels ont gagné. C'est-à-dire les Républicains ont gagné, ils ont fait une bonne campagne, mais ils étaient quand même aidés par les élections de 2014, et les groupes de gauche également ont gagné. Certes, ils ont perdu en voix, mais il ne faut pas oublier que les dernières élections qui ont vu l'élection justement des sénateurs de cette moitié du Sénat, c'était les élections de 2011, très très favorables à la gauche,
avec une réforme des collectivités qui n'était pas passée, avec des élections locales qui avaient été gagnées par la gauche pendant des années et des années. Et tout d'un coup, dans un contexte très très différent, la gauche fait plus que sauver les meubles. Elle perd relativement peu de sénateurs. Et ça, c'est quand même apporté au crédit des groupes de gauche et du travail sur le terrain des sénateurs de gauche. Donc, d'une certaine façon, tous ces groupes aujourd'hui ont, à part La République En Marche, qui est un nouveau groupe, mais tous ces groupes ont des raisons de se montrer satisfaits de leur direction. Oui. En clair, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui sauve les meubles. Merci beaucoup, Benjamin Morel, d'avoir répondu à mes questions.